Bienvenue sur Agora. La Lune vient de surprendre encore une fois la communauté scientifique avec une nouvelle particularité. Incroyable mais vrai. Il a été découvert qu'elle perd progressivement de taille. Cela se manifeste par des croûtes à sa surface ainsi que des tremblements lunaires. Or, en même temps, la NASA et à travers son programme Artemis prévoit de ramener des humains sur la Lune et d'y construire des bases. Pourquoi la NASA retourne-t-elle sur la Lune? Comment pense-t-elle installer la nouvelle base et quel est l'avenir de cette dernière si la Lune continue à perdre en taille? Voilà autant de questions auxquelles vous aurez la réponse à travers la présente vidéo. Regardez jusqu'à la fin. Comme à l'accoutumée, les diverses sources sont disponibles en description. C'est parti. La Lune, le satellite naturel de la Terre qui rétrécit pour nous faire penser à un grain de raisin. La Lune rétrécit et tremble par la suite. C'est ce qu'a découvert récemment la NASA grâce aux images fournies par la sonde lunaire. En effet, au fur et à mesure qu'elle se refroidit de l'intérieur, la Lune perd du volume et subit de légers séismes. À travers une étude récente effectuée par la NASA, il a été démontré que le satellite de la Terre perd près de 50 mètres durant les dernières centaines de millions d'années. À travers les images fournies, les scientifiques de la NASA ont pu observer des fissures de poussée. Ainsi, plusieurs sections de croûte lunaire glissent les unes sur les autres, formant de petites falaises sous forme d'escalier. Vues depuis la surface lunaire, elles peuvent atteindre des dizaines de mètres en hauteur et s'étendent sur plusieurs kilomètres. D'après les déclarations du scientifique principal au Center Earth and Planetary Studies, les failles découvertes sont toujours actives et seraient toujours responsables de plusieurs tremblements enregistrés jusqu'à aujourd'hui sur la Lune. Il poursuit en ajoutant que certains de ces tremblements peuvent même atteindre 5 degrés d'après l'échelle de Richter. Pour réaliser leurs études, Waters et son équipe ont fait usage de 4 sismomètres qui avaient été placés à chaque fois sur la surface de la Lune durant les différentes missions Apollo, durant une période de 8 ans allant de 1969 et 1977. 28 tremblements peu profonds ont été enregistrés, à une fréquence qui varie en moyenne de 2 à 5 sur l'échelle de Richter. En combinant les données relevées à un algorithme spécial, les scientifiques sont parvenus à estimer l'emplacement de chaque séisme qui survient. En se fondant donc sur ces estimations, ils ont remarqué que l'épicentre de 8 parmi les 28 séismes se situe à moins de 30 000 mètres des failles qui sont visibles sur les images de la Lune. Mais ce n'est pas tout. Les derniers résultats ont révélé que parmi les 8 séismes en question, 6 se sont produits à un moment où la Lune était déjà à son apogée, ou près de l'être, tout en ayant le point le plus éloigné de la Terre au sein de son orbite. En effet, c'est à ce moment précis que des pics de contraintes sont provoqués, à cause des contraintes de marée supplémentaires dues à la gravité qui distingue la Terre. Et c'est justement la succession de ces phénomènes assez complexes qui finit par donner naissance aux glissements observés tout au long des failles. Depuis l'année 2009, où il a pris fonction, le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA a déjà enregistré près de 3500 failles du genre. John Keller, un chercheur qui travaille sur le projet LRO, est surpris de voir comment des données datant de plus de 50 ans ont été traitées et parfaitement assemblées de façon à faire progresser radicalement la compréhension humaine sur la Lune. Il continue en ajoutant qu'il serait salutaire que les missions à venir se penchent plus sur l'ensemble des processus qui se déroulent à l'intérieur même de la Lune. Un voyage vers la Lune reporté, une destination de rêve qui attend impatiemment la visite. À 2 reprises, la NASA a dû reporter son voyage test sur la Lune. En effet, le Space Launch System a pour objectif d'amener des humains sur le satellite de la Terre, le plus tôt possible. Mais pour qu'une telle chose puisse être possible, un test doit être réalisé au préalable. Pour la réalisation d'un tel voyage, l'une des fusées les plus puissantes jamais lancées a été construite sous la supervision des agences spatiales américaines et européennes. Le vol test de l'engin prévu pour le 29 août 2022 a été reporté par les autorités au dernier moment. Cela est dû à plusieurs incidents qui ont eu lieu le même jour. Dans un premier temps, la météo n'a pas été clémente, ce qui a retardé le remplissage des réservoirs de carburant. Les 2 fuites d'hydrogène qui ont été signalées plus tard y sont aussi pour quelque chose. En effet, c'est l'hydrogène liquide qui est employé comme propulseur, et cela pour 2 raisons principales. La première étant sa texture légère, et la deuxième étant son caractère puissant, ce qui est très avantageux dans l'industrie spatiale. Cependant, il possède aussi ses revers, car en plus d'être très facilement inflammable, il est très souvent sujet à des fuites. Son grand pouvoir inflammable rend donc les fuites très dangereuses, ce qui sème la panique dans l'esprit des équipes de lancement. Parallèlement aux 2 problèmes précités, un dysfonctionnement a été enregistré au niveau des moteurs. Afin de pouvoir recueillir le carburant puis décoller, ils doivent être refroidis. Or, au moment de faire le plein, l'un des capteurs indiquait que le moteur n'était pas encore assez froid. Ce n'est que plus tard que les équipes au sol ont découvert que le capteur était défectueux. Vu l'ensemble de toutes ces complications, la NASA avait donc pris la décision d'interrompre le lancement et le reporter pour quelques jours.
jour. Il a été donc programmé pour le 3 septembre, mais n'a malheureusement pas encore eu lieu. Cette fois-ci encore, une fuite d'hydrogène très importante a été signalée au niveau du même joint que la fois précédente. Comme nous l'avons expliqué, l'hydrogène est très inflammable et exige d'être traité avec prudence. La fuite qui a été enregistrée cette fois-ci était d'ailleurs suffisamment importante pour orchestrer une inflammation de tout le local. Mais heureusement, le rêve est devenu réalité ce mercredi 16 novembre 2022. À 7h42 heure de Paris, la mission Artemis 1 a pris le départ pour la Lune. L'imposante fusée du SLS qui a été conçue par la NASA a décollé en Floride depuis la station de lancement de Cap Canaveral. Devant toute l'équipe et des milliers de touristes, le sol a tremblé et le ciel s'est illuminé. Avec ses 98 mètres de hauteur, c'est une fusée qui possède l'une des technologies les plus performantes mises au point par les ingénieurs de la NASA, même s'il a failli être reporté une fois de plus à cause d'une fuite d'hydrogène qui a stoppé le compte à rebours. Tout est finalement rentré dans l'ordre. Cependant, il faut notifier qu'il n'y a pas d'humains à bord de la capsule Orion. Vu qu'il s'agit d'un vol test, ils se sont contentés d'utiliser des mannequins seulement. Un vol en bonne et due forme avec des vrais astronautes en chair et en os à bord se fera d'ici 2 ans. D'après les programmes établis par la NASA, le décollage effectué ce 16 novembre est la première mission d'une série de 2 qui permettront de déterminer la faisabilité ou non du voyage vers la Lune. Un retour sur la Lune bien réfléchi. À travers ce retour sur la Lune, la NASA ne pense pas juste à faire une escapade, mais plutôt un séjour lent. À travers le voyage Artemis 1 qui a eu lieu, l'organisation vient de signer le retour de l'humanité sur le satellite naturel de la Terre. D'après les propos de l'astronaute français Thomas Pesquet, c'est une nouvelle ère qui vient de naître. Et grâce à cette mission, les hommes pourront y rester une période plus longue et y construire même des bases. De façon plus concrète, la NASA envisage la construction d'une station spatiale qui sera en orbite autour de la Lune, en plus d'une base qui sera installée à la surface de la Lune. Comme début, les premiers astronautes seront envoyés en 2025. La NASA pense programmer après cela de nouvelles missions annuellement. Artemis 3 par exemple relève d'une importance très capitale, car c'est elle qui conduira les astronautes vers le pôle sud de la Lune. Or, il s'agit d'une zone où la présence de l'eau sous forme de glace a été confirmée, en opposition donc à la mission Apollo qui avait signalé la présence d'eau près de l'équateur. De même, à travers ses missions régulières dans l'espace, la NASA veut normaliser et s'habituer à la vie dans l'espace lointain. C'est grâce à cela qu'ils pourront envisager plus tard la vie sur Mars, comme le voit déjà Elon Musk. Contrairement aux grands géants de la technologie, la NASA prend donc tout son temps et a décidé de préparer ses astronautes plusieurs années en avance. À travers le voyage sur la Lune, la NASA veut tester les technologies déjà mises au point et qui seront employées par les prochains habitants de la planète rouge. Qu'il s'agisse des nouvelles combinaisons de sources d'électricité, des véhicules pour le déplacement, de l'utilisation de l'eau et bien d'autres commodités encore, tout doit être parfaitement testé. Thomas Pesquet affirme à cet effet que si l'occasion se présente pour aller directement vers Mars, on le ferait, car l'intérêt scientifique est plus grand. Mais on n'est pas en position pour y aller. Contrairement à Mars qui se trouve à des mois de voyage, les astronautes se rendent sur la Lune seulement en quelques jours. Enfin, à travers ce voyage lunaire, la NASA envisage contrecarrer les ambitions de la Chine. Il faut bien le reconnaître, ce voyage n'est pas effectué uniquement dans un but scientifique, mais également géopolitique. D'après Marie-Ange Sangueil, rédactrice en chef du magazine Espace et Exploration, l'Amérique a pour but de dominer l'espace. Elle veut être la première à s'installer sur ces nouvelles terres, explique la rédactrice. L'Amérique s'est surtout empressée car les ambitions de la Chine sont similaires. En effet, le pays n'a pas manqué ces dernières années une seule occasion pour affirmer son ambition d'effectuer un voyage sur la Lune. Or, le peuple chinois est connu à l'international pour sa rapidité dans l'exécution de ses programmes. D'après les propos de Marie-Ange, le pays a même exprimé son intention d'envoyer d'ici là des taïkonautes sur la Lune. Et si l'eau change de casquette pour nous bouleverser avec sa forme en poussière? Grâce à des résultats d'études publiés le 26 octobre dernier, la NASA a révélé avoir découvert de l'eau sur la Lune. Ce qui est encore très étonnant est le fait que la quantité d'eau découverte dépasse largement les attentes. Il s'agit d'une découverte qui révolutionne le voyage dans l'espace et qui change complètement la donne pour le prochain voyage sur la Lune de la NASA. D'après les explications données par Francis Rocard, responsable du programme d'exploration du système solaire au Centre national d'études spatiales CNES, cette réserve a été découverte grâce à un télescope aéroport à infrarouge. Au cours des précédentes découvertes, les chercheurs ne parvenaient pas à faire une distinction entre l'eau même et l'hydroxyle. Cependant, cette fois-ci, des caractéristiques de la molécule H2O ont été observées à la surface même de la Lune. C'est la preuve qu'il s'agit bel et bien d'eau et non de la glace comme est souvent le cas. Il ne peut pas y avoir de glace car les zones étudiées se trouvant à des altitudes élevées ou moyennes. Or, dans de telles zones, la température est moins 180 degrés la nuit et monte jusqu'à 120 degrés durant la journée. Cependant, le responsable du CNES poursuit ses explications en affirmant qu'il ne s'agit pas d'eau sous forme liquide. L'absence de l'atmosphère et de la pression écarte fortement la probabilité d'avoir de l'eau
liquide sur la Lune. Selon l'astrophysicien, l'eau qui est présente sur la Lune ne peut être que sous la forme d'eau de constitution des roches, de glace ou tout simplement de gaz quand elle subit la sublimation. Toutefois, il y a une légère différence dans ce cas, car il s'agit de molécules d'eau individuelles qui ont été piégées à l'intérieur des roches ou des billes de verre. Bref, ce sont des minéraux que la chaleur a fondu durant l'impact des météorites et qui forment à ce jour la moitié de toute la poussière qui est présente sur la surface lunaire. Vous l'imaginez donc, la concentration d'H2O est très faible, soit 0,2 g par kilogramme. Il en a donc que très peu. Et les scientifiques ne trouvent pas encore le moyen d'extraire et d'exploiter cette eau. Ils espèrent donc en trouver davantage en fouillant beaucoup plus au fond des cratères qui se trouvent au niveau des pôles, des glaciers d'eau au pôle sud de la Lune. En se fondant sur quelques simulations de base dans les zones les plus froides de la Lune, de même que la topographie à petite échelle de sa surface, les observateurs ont fini par remarquer la présence de nombreux microcratères perforés avec de petits trous faisant quelques centimètres en largeur. Ce sont justement ces petits trous qui contiennent de la glace d'eau. Jusqu'à ce que cette découverte soit faite, les glaciers d'eau étaient détectés uniquement au sein des grands cratères. Mais avec les dernières nouvelles, le volume de glace estimé a considérablement augmenté pour atteindre désormais les 40 000 km² avec un pourcentage de 60%, soit plus de la moitié au niveau du pôle sud. Même si l'origine de cette eau n'a pas encore été déterminée avec certitude, on estime qu'elle proviendrait de l'impact qui a eu lieu entre les comètes et les astéroïdes hydratés pendant près de 4,5 milliards d'années. Cependant, de nombreuses personnes réfutent cette idée en affirmant que l'eau a été produite directement sur la Lune. D'après leur théorie, elle serait la conséquence de l'interaction entre les particules, le vent solaire, les roches lunaires en surface et bien d'autres éléments. Cela est peut-être vrai, mais il faut souligner que l'implantation des ions hydrogène et celles oxygène qui proviennent de telles interactions ne produisent pas beaucoup d'eau. La quantité d'eau obtenue est totalement négligeable comparativement à celle formée par les comètes et les astéroïdes. Il est même possible d'affirmer que la quantité d'eau produite sur la Lune est nulle, car les glaciers récemment découverts sont au fond des cratères, des zones qui n'ont jamais été en présence du Soleil et n'ont également pas été bombardées par les vents solaires. En disposant d'une telle quantité d'eau, il devient clair que la possibilité d'une vie sur la Lune sera fermée. Mais un problème persiste toujours au niveau de la forme actuelle de l'eau. Pour qu'une eau puisse donner la vie et la maintenir, il faut qu'elle soit sous sa forme liquide et non sous sa forme de glacier et de gaz. L'eau n'est pas rare comme les gens le prétendent souvent. Elle est disponible partout dans notre univers, même sur la face de la boule chauffante qu'est le Soleil. C'est l'eau sous la forme liquide qui est rare, car elle ne peut naître naturellement sans atmosphère. Autrement dit, la découverte d'une telle quantité d'eau n'apportera aucun changement si elle ne peut pas être mutée à sa forme liquide. Si une telle prouesse est réalisée, ce sera même salutaire et les voyages dans l'espace auront un nouveau souffle. Une idée géniale dans ce sens avait été exposée il y a quelques années. Ce n'est autre que la proposition d'une station lunaire spatiale. En d'autres termes, elle sera une station-service où les vaisseaux pourront faire le plein avant de se rendre sur Mars. Avec cette eau piégée, il serait même possible de produire de l'oxygène liquide et du carburant pour de nombreux vaisseaux. L'intérêt que va apporter ce changement ne se trouve pas au niveau de l'escale qui sera effectuée, mais plutôt au niveau du départ depuis la Terre. En effet, faire le plein depuis la Terre nécessitait des budgets énormes. Une quantité énorme de carburant est dépensée pour faire quitter le vaisseau de notre planète, depuis une plateforme en orbite sur la Lune. Les voyages seront non seulement moins coûteux, mais également plus simples, et le voyage vers Mars sera plus fréquent. Mais les scientifiques évitent de tirer des conclusions hâtives, car rien ne prouve encore que ces glaces découvertes puissent être vraiment exploitables. Il s'agit jusqu'à ce jour de simples hypothèses qui seront confirmées ou infirmées d'ici quelques années. Nous voilà donc à la fin de notre vidéo. Quelles sont vos diverses remarques? Que pensez-vous des découvertes qui sont faites sur la Lune? À votre avis, la vie sur la Lune serait-elle réellement possible? Donnez-nous vos diverses réponses et remarques dans la rubrique des commentaires. Si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et n'hésitez pas à la partager et faire un tour pour voir nos autres œuvres. Merci et à la prochaine sur Agora.